Ok, voilà, merci beaucoup, chers amis, pour l'invitation. Je m'appelle Dr Mbaya Bougloire, je suis médecin pédiatre, je suis particulièrement néonatologue, je travaille dans les services de néonatologie des cliniques des affaires de Kinshasa. Je suis chef de travaux à la faculté de médecine et je suis doctorant à la CAI Leuven, c'est-à-dire à l'université catholique de Louvain côté flamand. Donc je suis pratiquement à la fin de ma formation doctorale. J'ai été contacté par vos organisateurs pour parler de la prise en charge des prématurés. Alors déjà, par définition, nous pouvons dire que la prématurité ou la naissance prématurée, c'est toute naissance ou tout nouveau-né qui est né avant la 37e semaine d'âge clinique. N'est-ce pas? Avant la 37e semaine d'âge clinique, ce nouveau-né-là, on va l'appeler prématuré ou bien nouveau-né prématuré. Et dans cette catégorie des nouveau-nés prématurés, nous avons plusieurs sous-groupes. Nous avons d'un côté les extrêmes prématurés, c'est-à-dire les prématurés qui sont nés avant la 28e semaine, n'est-ce pas? Et la deuxième catégorie, nous avons les grands prématurés. Les grands prématurés, ce sont des prématurés qui sont nés entre la 28e semaine révolue et 32 semaines non révolues. Ça, ce sont des grands prématurés, anciennement appelés prématurissimes. Mais on a abandonné le terme prématurissime parce que c'est un terme qui paraissait péjoratif. Et la troisième catégorie, nous avons des prématurés moyens. Les prématurés moyens, nous avons des nouveaux-nés prématurés qui sont nés entre la 32e semaine révolue et 37 semaines non révolues. C'est là que nous avons des prématurés moyens. Et dans cette catégorie des prématurés moyens, nous avons une catégorie de prétermes, c'est-à-dire les nouveaux-nés qui sont nés à partir de la 36e semaine. 36 semaines et demie avant 37 semaines, et ce sont des prétermes. Bon, ils appartiennent dans la catégorie des prématurés, mais on les considère comme prétermes parce qu'ils ont une maturité cérébrale plus ou moins semblable de celle de la maturité des nouveau-nés. Évoquer des pathologies comme l'asphyxie périnatale, une pathologie qu'on ne sait pas évoquer chez les nouveau-nés prématurés parce qu'ils ont l'immaturité de tous les systèmes et cette immaturité-là peut prêter à confusion avec la clinique de l'asphyxie périnatale. Donc là, ce sont les différentes catégories de nouveau-nés qu'on appelle les prématurés. Je vais utiliser le terme révolu, non révolu. Révolu, c'est pour dire quelque chose qui est totalement accompli. Quand on dit 37 semaines révolues, ça veut dire que la personne a accompli totalement 37 semaines. Mais quand on dit 37 semaines non révolues, ça veut dire qu'on a atteint, on a accompli la 36 semaines, on est déjà entré dans la 37e semaine. C'est-à-dire les 36 semaines, 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, c'est 37 semaines non révolues. C'est-à-dire qu'on est déjà dans la 37e semaine, mais ce n'est pas encore totalement accompli. Alors, il y a une chose que vous devez signaler, c'est que dans notre définition de prématuré, nous disons qu'on a des extrêmes prématurés avant ceux qui sont nés avant 28 semaines. Vous devez savoir que l'âge de viabilité chez nous, au Congo, dans notre milieu, c'est 28 semaines. Parce que la prise en charge des extrêmes prématurés, n'est-ce pas, ça requiert beaucoup d'outils, un plateau technique bien équilibré pour essayer de combler, de pallier, de parer à toutes complications qu'ils ont au cours de leur naissance. C'est comme ça que l'âge de viabilité dans d'autres pays, comme dans les pays occidentaux, en France, aux États-Unis, au Canada, ainsi de suite, là, ils peuvent élever même les extrêmes prématurés de 22 semaines. Là-bas, l'âge de viabilité, c'est en termes de semaines. Et alors, quand j'ai défini la prématurité, j'ai parlé des 37 semaines, des nouveau-nés nés avant 37 semaines. Vous devez savoir que pour déterminer l'âge d'un nouveau-né, n'est-ce pas, nous avons 3 façons de déterminer. On peut déterminer l'âge du nouveau-né à partir de la date des dernières règles, ce qu'on appelle l'âge chronologique. Deuxièmement, on peut déterminer l'âge du nouveau-né. L'âge chronologique, c'est en semaine d'aménorrhée. On peut déterminer l'âge du nouveau-né aussi à partir de l'échographie précoce. L'échographie précoce, c'est l'échographie qui est réalisée avant la 12e semaine de gestation. Cette échographie donne des précisions quant à l'âge du nouveau-né. Mais il y a aussi une catégorie, une autre façon de déterminer l'âge, c'est l'âge clinique. L'âge clinique, c'est ce que les médecins ou les néonatologues donnent quand ils voient les nouveau-nés naître.
Et vous devez savoir, par moment, il y a des discordances entre l'âge chronologique et l'âge clinique. Pourquoi? Parce que bon, l'âge clinique, il est fiable, et là on a plusieurs techniques ou plusieurs critères, notamment le score de Flynn-Strong, c'est ce qu'on utilise le plus souvent. C'est un score qui est facile à utiliser. Ça n'utilise que les critères morphologiques pour déterminer l'âge clinique du nouveau-né. Maintenant, l'âge chronologique, le problème, c'est qu'il y a des femmes qui oublient leur date de dernière règle. Mais il y a aussi des femmes qui continuent à saigner durant la grossesse. Ça peut être une hémorragie de Hartmann, une hémorragie de mutation, tout comme ça peut être aussi des troubles hormonaux qui font que la femme continue à saigner. Ce qui fait que l'âge chronologique n'est pas très fiable. On a vu plusieurs fois dans notre pratique médicale des femmes qui disent non, je suis porteuse d'une grossesse de 36 semaines, considérant que ce niveau-là est prématuré. Mais quand on détermine l'âge clinique, on voit que c'est un nouveau-né qui est à terme. Parce que les termes commencent à partir de 37 semaines jusqu'à 42 semaines révolues. Donc voilà une parenthèse que je voulais ouvrir pour que vous n'ayez pas de confusion. On en a reçu plusieurs fois des nouveau-nés considérés comme des nouveau-nés prématurés alors qu'ils n'étaient pas prématurés, tout comme des nouveau-nés considérés à terme alors qu'ils étaient prématurés. C'est comme ça que vous devez vraiment faire la part des choses et pas seulement se fier à l'âge clinique, mais plutôt à l'âge chronologique à partir de la dernière règle ou à l'âge échographique. Parce que si on fait l'échographie au-delà de la 12e semaine, ça ne sera pas aussi précis que l'échographie avant la 12e semaine par rapport à l'âge du nouveau-né. Et donc, voilà la précision que je voulais apporter par rapport à ça. Et je pense que maintenant qu'on a défini le nouveau-né prématuré, nous pouvons maintenant parler des différentes causes de la prématurité. Alors, quant aux différentes causes de la prématurité, vous devez savoir que les causes sont vraiment multiples. Il y a des causes qui sont liées à la mère, il y a des causes qui sont liées au fœtus lui-même, nous avons des causes qui sont liées aux pathologies maternelles, gravidiques, nous avons des causes qui sont liées aux conditions socio-économiques, n'est-ce pas? Et donc, il y a des causes qu'on peut modifier, il y a d'autres causes qu'on ne sait pas modifier. Parmi les causes maternelles, vous avez par exemple les âges extrêmes. Les femmes qui ont des âges extrêmes, les femmes qui sont âgées de 30 ans ou moins de 18 ans, elles ont la facilité de faire des naissances prématurées. Nous avons aussi certaines pathologies maternelles. La prééclampsie. La prééclampsie, c'est l'une des causes de la prématurité. Ça n'explique pas seulement la prématurité, ça entraîne aussi d'autres problèmes chez les nouveau-nés, notamment l'asphyxie périnatale. Vous avez les diabètes gestationnels, vous avez l'hypertension chronique de la mère, vous avez les néphropathies, les cardiopathies de la mère, vous avez l'éclampsie, c'est-à-dire qu'il y a certaines pathologies qui nécessitent à ce qu'on puisse arrêter la grossesse. Là, on va parler de la prématurité induite, n'est-ce pas, soit pour sauver la vie de l'enfant, ou soit pour sauver la vie de la mère, ou carrément lorsqu'on voit par exemple que l'enfant ou le fœtus a une malformation qui est non viable, on peut arrêter la grossesse avant le terme. Vous avez aussi des causes fœtales. Il y a des malformations chromosomiques du fœtus. Ça peut, si ça ne donne pas des avortements, spontanés, ça peut donner aussi des prématurités. Vous avez, des macrosomies, vous avez la gémellité. Généralement, les nouveau-nés, les grossesses gémellaires terminent prématurément. Ça arrive difficilement à terme. Vous avez aussi des causes environnementales, notamment des situations socio-économiques, des conditions socio-économiques défavorables. Vous voyez des femmes qui ne mangent pas correctement, qui font des travaux manuels assez durs, elles transportent des histoires assez lourdes sur la tête, elles font des travaux quand même qui demandent un peu beaucoup d'efforts, ça peut induire aussi, la prématurité. Donc les causes ne sont pas exhaustives, la liste n'est pas exhaustive. Voilà les grandes causes que vous pouvez citer. Mais seulement quand vous voyez, parmi toutes ces causes qu'on a citées, vous ne voyez pas une cause qui peut expliquer la prématurité, on peut suspecter aussi l'infection chez la mère, l'infection urogénitale, les paludismes. Toutes ces infections-là peuvent aussi entraîner une prématurité chez les bébés. Alors, pourquoi la prématurité nous intéresse tant? Vous devez savoir que la prématurité, c'est l'une des grandes causes de la mortalité néonatale dans notre milieu.
Parce que nous avons 4 grandes causes de décès du nouveau-né. Il y a d'abord les anomalies de poids et de l'âge. Dans ces anomalies de poids et de l'âge, il y a des anomalies de l'âge, notamment la prématurité ou la post-maturité. Nous avons les anomalies de poids, c'est-à-dire les nouveau-nés hypotrophes, les nouveau-nés macrosomes. Mais dans les anomalies de poids et de l'âge, la grande cause de décès, c'est la prématurité. La deuxième cause, ce sont les infections néonatales. Ça explique aussi la cause, c'est l'une des grandes causes aussi des décès du nouveau-né. Il y a aussi l'asphyxie périnatale. Ça explique aussi les décès des nouveau-nés. Et en dernier lieu, nous avons les malformations. Donc voilà les 4 grandes causes de décès qu'on a chez les nouveau-nés. Maintenant, parmi toutes ces causes, c'est la prématurité qui est la grande cause ou la grande pourvoyeuse des mortalités néonatales dans notre milieu. Pourquoi c'est le cas? C'est parce que les prématurés sont caractérisés par l'immaturité de tous les systèmes. Les prématurés sont caractérisés par l'immaturité de tous les systèmes. Pourquoi? Parce qu'ils sont nés avant le terme. Ce n'est pas pour rien que la grossesse dure 9 mois, c'est parce que, ou 40 semaines plus ou moins 2, c'est parce que durant les 3 premiers mois ou les premiers trimestres, c'est la période embryonnaire où il y a la formation des organes, des différents systèmes de l'organisme. À partir du 2e trimestre, nous avons maintenant la période fœtale où il y a la maturation de ces organes et puis le développement de ces organes en volume et en maturation. Mais maintenant, s'il y a des organes, notamment des systèmes comme le système respiratoire, qui atteignent sa maturité, en tout cas vers la fin de la grossesse. Ce qui fait que quand un nouveau-né naît avant les termes, il est caractérisé par l'immaturité de tous les systèmes et ça peut le conduire au décès. Et plus le nouveau-né est prématuré, plus il a l'immaturité des systèmes. Par là, vous comprenez que plus un nouveau-né s'approche du terme, mieux ça vaut pour lui. C'est-à-dire, plus on s'approche du terme, plus le pronostic est bon. Et plus on est loin du terme, plus le pronostic est mauvais. C'est comme ça que vous comprenez que les extrêmes prématurés et les grands prématurés, ils décèdent plus facilement que les prématurés moyens. Et là, l'étude qu'on a menée dans notre milieu, on a même vu que la mortalité chez les extrêmes prématurés était quasiment de 100% dans notre milieu. Tandis que la mortalité des nouveau-nés, des prématurés moyens, par exemple ceux qui ont plus de 32 semaines, la mortalité n'était qu'autour de 30 à 30%. Mais alors ailleurs, c'est la même chose. La mortalité augmente, n'est-ce pas, avec l'âge qui est bas des prématurés. Plus les prématurés ont un âge bas, plus la mortalité va augmenter. Alors on a dit que les prématurés sont caractérisés par l'immaturité de tous les systèmes. Ce qui fait que quand vous prenez en charge ce type de nouveau-né, vous devez déjà penser aux risques liés à ces immaturités, chercher les complications qui peuvent en découler et les soigner ou chercher à les prévenir. Parmi ces risques, comme on a dit, il y a l'immaturité de tous les systèmes. Nous avons par exemple l'immaturité du système nerveux central. L'immaturité du système nerveux central, ça peut expliquer par exemple la présence des hémorragies intracrâniennes ou des hémorragies cérébro-méningées. Pourquoi? Parce que, premièrement, les vaisseaux cérébraux sont fragiles. Et puis, des deux, il y a une disposition particulière au niveau des anastomoses entre les réseaux superficiels et les réseaux profonds. Ce qui fait que les deux facteurs-là prédisposent déjà les prématurés à développer des hémorragies intracrâniennes. Et si en plus de ces deux facteurs prédisposants, ces prématurés font l'hypoglycémie ou l'hypothermie, il peut facilement développer une hémorragie intracrânienne. Toujours par rapport au système nerveux central, vous savez que les prématurés, ils ont aussi une immaturité des centres respiratoires bulbaires, ce qui expose ces prématurés à développer des apnées, n'est-ce pas? Ils développent des apnées des prématurés. Par rapport au système respiratoire, nous avons des risques, par exemple, des maladies des membranes hyalines, parce que vous savez qu'ils ont un défaut de surfactant. Le défaut de surfactant, ça peut être quantitatif, ça peut être aussi qualitatif.
Par exemple, les nouveau-nés, les extrêmes prématurés, n'est-ce pas? Ils ont un défaut pratiquement quantitatif d'abord et puis qualitatif des surfactants. Leur surfactant, s'il y en a, elle est de mauvaise qualité, elle est fragile, elle est très sensible à l'acidose par exemple. Mais les nouveau-nés, à terme aussi, c'est rare mais c'est possible, ils peuvent aussi faire la maladie des membranes hyalines si il y a une destruction des surfactants, par exemple par l'infection, par l'inhalation des liquides amniotiques sales et ainsi de suite. Donc, par rapport au système respiratoire, c'est ça les grands risques de la maladie de membrane hyalines par défaut des surfactants. À part ça, ils ont aussi les muscles accessoires de la respiration qui sont peu développés et donc ils peuvent facilement présenter la détresse respiratoire. Et j'ai parlé aussi de l'immaturité des centres bulbaires, ils peuvent présenter aussi des apnées du prématuré, mais aussi comme les centres, les muscles intercostaux ne sont pas très développés. Si par exemple ils ont un ballonnement abdominal, ça peut gêner la respiration, gêner les mouvements du diaphragme et entraîner aussi une détresse respiratoire. Par rapport au système digestif, ils ont une capacité limitée de l'estomac. La capacité de l'estomac est très limitée, ce qui fait qu'il y a aussi les systèmes lymphoïdes associés aux muqueuses, notamment les GALT. Ils sont aussi peu développés, ce qui fait que les prématurés peuvent facilement développer certaines maladies comme l'entérocolite ulcéro-nécrosante, des infections digestives comme l'entérocolite ulcéro-nécrosante. Leur système de défense local, les IgA sécrétoires et tout ce qui va avec, ne sont pas très développés, ce qui fait qu'ils peuvent développer l'entérocolite ulcéro-nécrosante. Les enzymes comme la chymotrypsine, la trypsine, les pepsines, ils ont un défaut de ces enzymes et donc difficile à digérer certains aliments. Ça court aussi les risques, ils courent aussi les risques d'entérocolite ulcéro-nécrosante. Par rapport au système hématopoïétique, chez les prématurés, il y a encore persistance des foyers extramédulaires, n'est-ce pas? Notamment les foies, la rate. Et ils ont aussi un défaut, n'est-ce pas, de la réserve en fer, parce que la réserve en fer s'est fait un peu vers la fin vers la fin du troisième trimestre. Ils ont un défaut de réserve en fer, ce qui fait qu'ils développent ce qu'on appelle l'anémie des prématurés. C'est une anémie qui est généralement tardive, l'anémie qui arrive entre la 4e semaine et la 8e semaine. C'est comme ça que, par exemple, chez les prématurés, quand vous les prenez en charge, même s'ils ne font pas l'anémie pendant la période néonatale, mais il faut toujours, à partir de la 2e semaine, les mettre sous supplément martial pour éviter qu'ils arrivent à développer l'anémie tardive des prématurés. Des fois, même malgré que vous donnez, ils arrivent quand même à développer cette anémie. Mais si vous donnez, ça va quand même réduire le nombre de transfusions chez ces prématurés. Et des fois, on est même obligé à donner aussi de l'érythropoïétine pour permettre à ce qu'ils arrivent à limiter le nombre de transfusions chez ces prématurés. Par rapport au système immunitaire, ils courent aussi les risques de l'infection à cause de plusieurs raisons, les défauts de phagocytose, ils ne savent pas reconnaître l'antigène, il y a les protéines des compléments qui sont déficitaires. Par rapport à toutes ces raisons, les prématurés, ils ont un défaut de système immunitaire, donc ils peuvent facilement développer des infections. Il y a aussi du côté immunologique, à part le côté hématopoïétique, j'ai parlé de l'anémie des prématurés, mais ils peuvent aussi développer des troubles thromboemboliques, et donc voilà, c'est un peu ça. Par rapport au système hépatique, les foies n'ont pas encore la capacité de métaboliser certains médicaments. C'est comme ça que quand on donne des médicaments chez les prématurés, notamment les antibiotiques, on réduit la dose de moitié, surtout quand ce sont des prématurés de moins de 34 semaines, on réduit la dose de moitié, mais toujours par rapport au système hépatique, ils ont une maturité de certaines enzymes, notamment les glucuronyltransférases, l'enzyme qui conjugue la bilirubine, ce qui fait que les prématurés peuvent aussi développer des lictères suite à l'immaturité hépatique, donc en déficit en glucuronyltransférase. Donc, à part cette immaturité hépatique, nous avons aussi l'immaturité rénale, et l'immaturité rénale, ça peut faire en sorte qu'on peut avoir la toxicité médicamenteuse, et c'est comme ça que chez les prématurés, n'est-ce pas? Et puis on peut avoir une tubulopathie transitoire, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas encore bien équilibrer donc les milieux intérieurs. C'est comme ça que chez tous les nouveaux-nés à terme, mais particulièrement chez les prématurés, on n'ajoute pas encore, n'est-ce pas, dans les électrolytes
dans la perfusion parce que les prématurés, on ne l'alimente pas directement. On n'ajoute pas les électrolytes directement dans la perfusion, on donne le calcium, on donne les antisécrétoires comme la ranitidine pour éviter l'ulcère de stress. Mais c'est à partir du deuxième jour qu'on voit qu'il élimine déjà les urines. Et là, on est rassuré que ses reins fonctionnent et donc on peut ajouter les électrolytes à sa perfusion. Donc voilà les quelques. À part ça, il y a aussi les systèmes thermorégulateurs. Les prématurés, vous savez qu'ils ne savent pas équilibrer la température de l'organisme. Les nouveau-nés à terme, par exemple, ils peuvent brûler les graisses brunes, n'est-ce pas? Et c'est chauffé quand il est en hypothermie. Tandis que les prématurés, ils n'ont pas cette capacité parce qu'ils ont un défaut des graisses brunes. Les graisses brunes qu'on trouve au niveau scapulaire, médiastinal, rénal et au niveau cervical. Et donc, comme ils ont un défaut de graisses brunes, ils ont un défaut aussi de panicules adipeux sous-cutanés. Et donc, ils ne savent pas utiliser facilement ces graisses brunes pour se réchauffer. Mais aussi, les prématurés, ils perdent, tous les nouveau-nés d'ailleurs, mais particulièrement les prématurés, ils perdent de la chaleur par 4 procédés. Nous avons d'abord la radiation, c'est-à-dire les échanges de la chaleur avec les milieux ambiants. C'est comme ça que les prématurés, on ne les met pas dans des milieux qui sont froids. Il ne faut pas mettre la climatisation dans la salle où il y a des prématurés. Ils peuvent perdre la chaleur aussi par la conduction. C'est lorsque on échange la chaleur avec l'air circulant, n'est-ce pas? Là où on met les prématurés, les nouveau-nés en général, mais particulièrement les prématurés, les fenêtres doivent être fermées. Parce que si les fenêtres sont ouvertes, l'air va passer et ça va refroidir ces nouveau-nés-là. Il y a aussi, là c'est la convection, il y a aussi la conduction. La conduction, c'est lorsque les nouveau-nés perdent la température, la chaleur avec la surface sur laquelle ils se reposent. Le quatrième procédé, c'est l'évaporation, c'est par la transpiration. C'est comme ça que pour éviter que ces nouveau-nés-là puissent se refroidir, on les met dans une couveuse qui est chauffée. Et la couveuse est fermée, ça évite et la convection, et la radiation, et la conduction pour perdre la chaleur. Et donc, à part ces risques-là de l'hypothermie, vous savez que les risques de l'hypothermie, j'ai dit ça il n'y a pas longtemps, que comme ils ont l'immaturité des vaisseaux cérébraux et la disposition particulière des anastomoses au niveau cérébral, ce sont des facteurs qui prédisposent à l'hémorragie intracrânienne. Et donc, dès qu'ils font l'hypothermie ou l'hypoglycémie, malgré qu'ils ont un défaut de graisse brune, ils vont quand même activer la voie de la bêta-oxydation pour libérer les acides gras libres qui vont entraîner une acidose. Et cette acidose va entraîner une redistribution du sang au profit du cerveau. Et donc, il y aura augmentation du flux sanguin cérébral. Et comme les vaisseaux sont déjà immatures et perpendiculaires au niveau de ces anastomoses, on aura alors la rupture des vaisseaux cérébraux et l'hémorragie intracrânienne. Par rapport au système glucidique, les prématurés suivent un défaut de réserve énergétique en glycogène et tout. Et donc, ce qui fait qu'ils ont déjà aussi un défaut de graisse brune qui permet aux nouveau-nés d'utiliser pour se réchauffer ou à produire de l'énergie. Ce qui fait qu'ils ont les risques de présenter une hypoglycémie. Donc, il y a beaucoup de risques par rapport à l'immaturité de tous les systèmes. J'ai cité les risques qu'on voit le plus souvent dans notre milieu. Et c'est par rapport à ces risques-là que nous allons définir un mécanisme de prise en charge des nouveau-nés prématurés. Et donc, la prise en charge des nouveau-nés prématurés, on dit de façon générale, ça répond aux 5 chaînes. Les 5 chaînes, c'est d'abord la chaîne d'asepsie. La chaîne d'asepsie n'est pas spécifique aux prématurés, c'est spécifique à tout nouveau-né ou à tout patient qui est à l'hôpital, donc il faut respecter l'asepsie. Et particulièrement pour les prématurés, on respecte l'asepsie parce qu'on a dit tantôt qu'ils avaient l'immaturité du système immunitaire. Et donc, ils ont la facilité de présenter l'infection materno-fœtale. Et d'ailleurs, on a dit quand vous avez la prématurité sans cause, il faut toujours penser à l'infection materno-fœtale parce que probablement la mère avait fait une infection qui est passée inaperçue et ça justifiait la prématurité. Donc, nous avons la chaîne de l'asepsie, c'est-à-dire qu'il faut respecter l'asepsie, il faut nettoyer les mains avec les savons et l'eau courante, et aussi avec les gels hydroalcooliques. Et dans notre milieu, ce qu'on fait généralement, on n'entre pas avec les habits de l'extérieur, dans les services de néonatologie.
et les mamans et nous les personnels soignants, nous laissons nos sabots à l'extérieur, nous laissons nos blouses à l'extérieur, nous prenons les blouses du service et les sabots du service. On se lave les mains d'abord à l'extérieur et dans l'antichambre, ensuite dans la chambre où on va voir les prématurés. Et puis on n'échange pas, les personnels qui travaillent dans la grande salle n'est pas les mêmes personnels qui travaillent en chambre neuve. Parce que chez nous, la néonatologie a 3 salles. Il y a la salle qu'on appelle la grande salle qui reçoit les nouveau-nés qui sont nés ici aux cliniques. Il y a la chambre neuve qui a 2 salles, qui reçoit les nouveau-nés transférés. Et puis nous avons la chambre 12 qui reçoit les nouveau-nés, qui garde les nouveau-nés qui doivent faire les kangourous. On va parler de la méthode kangourou. Mais également des nouveau-nés qui sont stables, excusez-moi, qui doivent rester auprès de leur mère. Alors là, c'est la chaîne de la sepsie. Et il y a aussi la chaîne des chauds. La chaîne des chauds, on a dit que les prématurés courent les risques d'hypothermie. L'hypothermie qui peut facilement aboutir à l'hémorragie intracrânienne. C'est comme ça qu'on place les nouveau-nés dans une couveuse chauffée et on les habille de façon conséquente. C'est-à-dire on met les bonnets, on met les chaussons parce que les nouveau-nés, de façon générale, et les prématurés en particulier, ils perdent la chaleur par la tête et les membres. Donc il faut mettre les chaussons, il faut mettre à la rigueur même des gants et surtout les bonnets, il ne faut pas oublier de mettre ça. Excusez-moi, ça c'est pour répondre à la chaîne des chauds. Il arrive des fois que la couveuse ne fonctionne pas, ou vous pouvez être dans un milieu où il n'y a pas de couveuse qui fonctionne, mais vous pouvez au moins utiliser des bouillottes. Les bouillottes, ce sont des dispositifs en plastique qui sous forme de réservoir. Vous pouvez remplir ça d'eau, c'est comme un thermos, mais en plastique. Vous pouvez remplir ça d'eau chaude et puis vous mettez à l'intérieur de la couveuse, vous couvrez à l'aide d'un linge pour éviter que ça soit directement en contact avec les nouveau-nés. Ça peut léser ces nouveau-nés-là. Donc, les couveuses qui sont chauffées, à part ça, on peut également, disons, utiliser des bouillottes. Là, c'est la chaîne des chauds. Il y a aussi la chaîne de glucose. La chaîne de glucose, c'est, on sait que les prématurés ont un défaut de réserve énergétique qui peut présenter facilement l'hypoglycémie qui va encore aboutir à l'hémorragie intracrânienne. Ce qui fait qu'il faut tenir compte de ces paramètres et alimenter les nouveau-nés le plus précocement possible. Comme on ne sait pas les alimenter dès les premières 24 heures, ce qu'on fait généralement, on ne sait pas les alimenter par voie entérale. Donc on met une perfusion comme alimentation parentérale de sérum composé 10%, 80 cc kg, dans cette perfusion on ajoute le gluconate de calcium et un antisécrétoire comme la ranitidine pour éviter l'ulcère de stress, parce que la prématurité c'est un stress pour les nouveau-nés, donc il peut signer des soins d'instrument. Pour éviter cela, on donne déjà un antisécrétoire. Là, c'est l'alimentation, la chaîne des glucoses. Donc, on commence avec cette perfusion. 24 heures après, on peut faire l'aspiration gastrique pour voir si l'estomac est fonctionnel. Comment savoir que l'estomac est fonctionnel? Vous verrez un résidu gastrique qui est clair et ce n'est pas verdâtre ou hémorragique. Et là, on peut commencer avec des petites quantités de cc de lait maternel. Chez les prématurés, il est recommandé de commencer avec le lait maternel pour permettre un peu la colonisation des sentiers digestifs. Ne donnez pas le lait en boîte parce que le lait en boîte, ça peut entraîner, c'est un facteur favorisant l'entérocolite séronécrosante. S'il faut débuter l'alimentation, débutez préférentiellement avec le lait maternel. Même 1 cc, 2 cc, même si la maman ne sécrète pas assez, mais les 1 cc ou 2 cc que la mère peut donner, ça peut protéger son tube digestif. Et là, vous pouvez alors passer au lait infantile, mais commencez toujours par le lait maternel. C'est par là que nous recommandons, vous les médecins, les futurs médecins, vous qui nous suivez, lorsque vous avez affaire à une naissance prématurée imminente, préférez les transferts unitaires et non les transferts après la naissance. C'est aussi une façon de lutter contre la chaîne des chauds. C'est une façon de faire la chaîne des chauds. Parce que quand vous transférez, les nouveau-nés, ils naissent à l'extérieur. Et quand vous les transférez sur la moto, voiture personnelle, dans une ambulance qui n'est pas médicalisée, où il n'y a pas la couveuse qui chauffe, ces nouveaux-là peuvent facilement attraper froid, avoir l'hypothermie et développer l'hémorragie intracrânienne. Mais quand on voit que c'est une naissance prématurée imminente, transférer les nouveau-nés à l'intérieur de la maman, c'est-à-dire dans l'utérus, ça c'est un bon, n'est-ce pas, c'est une très bonne couveuse. Comme ça, la mère peut accoucher déjà dans un milieu où
l'enfant va naître et ça va limiter la séparation entre la mère et son bébé. Souvent, ce qu'on observe, la mère est dans un autre hôpital, les nouveau-nés, et dans l'autre hôpital, on cherche à l'alimenter, mais c'est difficile pour avoir le lait. Une mère qui ne voit pas son bébé, il aura du mal à sécréter les laits. Et donc, préférer les transferts unitéraux, d'un côté, c'est pour lutter contre, c'est pour faire un peu la chaîne de chaud, mais de l'autre côté aussi, ça répond à la chaîne de glucose. À part la chaîne d'asepsie, des chauds, des glucoses, nous avons aussi la chaîne de ventilation ou d'oxygène. On a dit que les nouveau-nés, ils ont l'immaturité du système centre respiratoire, et ils ont aussi l'immaturité des muscles intercostaux et tout ça, donc ils développent facilement la détresse respiratoire pour plusieurs raisons. On a dit des membranes hyalines, des infections pulmonaires, vous avez aussi l'apnée du prématuré. C'est comme ça qu'il faut toujours prendre la saturation, voir si ces nouveau-nés-là ont besoin d'oxygène ou pas. Et particulièrement, c'est les extrêmes prématurés et les grands prématurés. On les met sous CPAP. CPAP, c'est Continuous Positive Air Pressure, c'est-à-dire on donne la pression ou l'oxygène par pression positive continue. Comme on ne sait pas donner les surfactants dans notre milieu, ce sont des médicaments qui coûtent très cher, à peu près 1 000 € par ampoule. Et l'idéal, c'est de les donner très précocement, dans les premières 24 heures, comme ici dans notre milieu, c'est-à-dire au Congo, ici, il n'y en a pas. Donc, on peut donner, au moins, on peut mettre l'enfant sous CPAP. Le CPAP va permettre à ce que les alvéoles restent ouvertes et ça évite les collapsus alvéolaires qui arrivent, qui aboutissent à la maladie des membranes hyalines. Et donc, on doit mettre l'enfant sous oxygène, soit oxygène simple ou soit par CPAP, pour permettre à ce que de lutter contre disons, la chaîne pour répondre à la chaîne de ventilation de l'oxygène. Et la dernière chaîne, c'est la chaîne de la communication ou de l'information. Nous avons vu que les prématurés, ce sont des nouveau-nés qui sont très fragiles parce qu'ils ont l'immaturité de tous les systèmes. Et donc, il faut informer les parents des risques que peut courir les nouveau-nés. Souvent, ce qui arrive, c'est que chez ces nouveau-nés, on peut répéter les mêmes examens plus d'une fois. On peut demander l'hémoglobine aujourd'hui, on demande encore 2 jours après, ou le lendemain, ainsi de suite. Si vous n'expliquez pas bien aux parents, ils auront du mal à suivre. Parce que tu peux demander l'examen aujourd'hui, tu demandes les mêmes examens demain, il dit non, ça on avait déjà fait hier. Non, il faut expliquer aux parents les tableaux cliniques de l'enfant et les prématurés, les tableaux cliniques, ça varie d'un jour à l'autre. Ça peut varier même les mêmes jours, il était bien et il peut devenir pâle parce qu'il saigne de la tête, ainsi de suite. Donc c'est toujours recommandé d'informer les parents par rapport à l'état de leur enfant, à la fragilité de ce type de nouveau-né pour que les parents vous accompagnent parfaitement. Mais aussi, la chaîne de l'information n'est pas spécifique à la prise en charge des prématurés. C'est toute personne, tout patient a le droit de connaître son état, le droit de savoir pourquoi vous recevez tel médicament, pourquoi vous donnez tel autre examen, ainsi de suite. C'est pour permettre à ce qu'ils puissent adhérer à la prise en charge. Donc voilà un peu ce que nous avons à partager avec vous. Mais pour terminer, j'aimerais quand même parler d'une méthode qui est très efficace dans la prise en charge des prématurés. C'est une méthode qui a fait ses preuves, mais qui malheureusement est de moins en moins utilisée dans notre milieu. C'est la méthode kangourou. La méthode kangourou, c'est une méthode qui consiste à mettre les nouveau-nés contre la poitrine de sa mère, peau à peau. C'est-à-dire, vous mettez juste les chaussons, une couche à usage unique, comme nous appelons Pampers, les bonnets, et puis la maman, donc, elle aura sa torse qui sera nue. On met l'enfant de façon verticale, et la maman peut utiliser un linge, soit un pagne où il y a des linges appropriés, pour faire comme un bandeau, porter l'enfant sur sa poitrine. Et elle peut porter une robe pour couvrir l'enfant. Ce qui arrive, c'est que la maman doit garder ses bébés sur sa poitrine le plus longtemps possible. Généralement, ce que nous on fait ici, la maman peut garder l'enfant de 6 heures jusqu'à 12 heures. Si elle veut manger ou un peu de repos, elle peut couvrir l'enfant, le mettre, disons, sur le lit. Mais la maman doit garder l'enfant le plus longtemps possible. L'avantage de la méthode kangourou, c'est que c'est une méthode qui permet d'abord à l'enfant d'être à côté de sa maman
n'est-ce pas? Le fait que le bébé est à côté de sa maman, ça renforce ces liens-là. Et ça, il y a des études qui ont démontré, nous-mêmes on a travaillé sur ça, que les enfants qui ont un contact précoce avec leur mère, ça permet, ça développe les issues neurodéveloppementales. Il y a des échelles qui mesurent le développement psychomoteur des enfants. Les enfants qui ont été élevés par la méthode Kangourou, ils ont montré un développement psychomoteur assez, disons, meilleur par rapport aux enfants qui étaient élevés par la méthode découverte. À part ça, nous avons aussi l'avantage, c'est que l'enfant est gardé à chaud par sa mère. Du fait qu'il est gardé à chaud, parce que l'enfant prend la température de la mère, qui est pratiquement au moins de 37, l'enfant évite l'hypothermie. À part ça, l'enfant a la facilité, n'est-ce pas, de téter. Comme il est à proximité des seins de la maman, ce bébé-là peut téter à tout moment. Parmi d'autres avantages, il y a aussi l'affection que l'enfant manifeste à sa maman ou que l'enfant bénéficie de sa mère. Parce que quand l'enfant est là, on recommande à ce que la maman puisse les masser les pieds, caresser disons, la tête, ça améliore, ça met l'enfant en sécurité, n'est-ce pas? Et parmi d'autres avantages aussi, n'est-ce pas, ça évite par exemple les apnées des prématurés. Parce qu'on a dit qu'ils ont l'immaturité des centres respiratoires, mais comme l'enfant est sur la poitrine de sa maman, avec les mouvements respiratoires, les battements cardiaques et la voix de la maman, ça évite à ce que l'enfant arrive à présenter des apnées ou bien des reflux gastriques. Donc c'est une méthode qui est vraiment recommandée et dans des milieux qui n'ont pas beaucoup de couveuses, même dans des milieux où il y a la couveuse. Quand l'enfant est stable, il peut avoir une alimentation entérale. Quand l'enfant n'a pas de détresse respiratoire, quand il n'a pas une instabilité cardio-respiratoire, on peut déjà les mettre au sein pour permettre à ce que l'enfant gagne du poids rapidement, pour permettre à ce que l'enfant soit gardé à chaud, pour permettre à ce que l'enfant ait des issues neurodéveloppementales bien meilleures comparées à la couveuse où nous avons des bruits qui demandent beaucoup d'infrastructures et ainsi de suite. Donc voilà ce que nous pouvons dire par rapport à la prématurité. Pour résumer, c'est que la prématurité, c'est un réel problème de santé publique dans notre milieu. On parle des prématurés, tout nouveau-né qui est né avant la 37e semaine. Et dans cette catégorie, nous avons plusieurs types de prématurés. Mais vous devez savoir que plus l'enfant est prématuré, plus le pronostic vital est réservé. Et plus l'enfant s'approche du terme, mieux ça vaut pour lui, donc le pronostic vital est bon. La prise en charge des prématurés requiert le respect des 5 chaînes parce qu'ils ont l'immaturité de tous les systèmes. Il faut rechercher ces risques-là qui courent et soit les soigner ou soit les éviter. Ainsi, dans cette prise en charge, il y a une méthode qui est très efficace, c'est la méthode Kangourou, que je vous recommande d'appliquer dans vos hôpitaux respectifs. Voilà. Donc, c'est ici que nous attendons vos questions, si vous avez des questions à poser. Sinon, je vous remercie pour votre attention.